Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver, vous êtes sur RTI 1, voici les titres de votre journal. L'audience de prestation de serment du président de la Cour des comptes a eu lieu ce matin au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La Cour des comptes a pour fonction de contrôler la gestion des fonds publics. Puis nous irons à San Pedro où des unités de fabrique de charbon de bois exercent en plein centre-ville avec des conséquences pour les populations exposées aux maladies respiratoires. Mais que font les autorités face à cette situation qui perdure? Comment ces exploitants s'en sortent-ils? Vous le saurez dans une dizaine de minutes. Le président français, lui, a commencé sa visite d'État en Chine ce lundi 8 janvier jusqu'au 10 janvier prochain. Emmanuel Macron effectue dans ce pays sa première visite d'État en Asie depuis son élection en mai dernier. Voilà pour les titres. Nous sommes le lundi 8 janvier. Bonjour et bienvenue. Commençons ce journal donc par l'audience de prestation de serment du président de la Cour des comptes. Prestation de serment qui a eu lieu ce matin au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La Cour des comptes, je le rappelle, est une institution prévue par la Constitution de la Troisième République. Elle a pour fonction de contrôler la gestion qui est faite des fonds publics. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Rendons-nous à présent à San Pedro. San Pedro, où des unités de fabrique de charbon de bois exercent en plein centre-ville. Oui, vous l'avez bien entendu, l'unité est implantée en plein cœur de la ville. Une unité de fabrique de charbon avec tout ce que cela comporte comme conséquence pour la santé. Une fumée noire et certainement toxique s'y échappe à longueur de journée. Un coup dur pour l'environnement et pour les populations, exposées ainsi aux maladies respiratoires. Mais que font les autorités face à cette situation qui perdure? Comment ces exploitants s'en sortent-ils? À quand leur déguerpissement? Élément de réponse dans ce reportage signé Sam Conan et Mamadou Kwasi. Une fumée noire et épaisse dans le ciel de la ville de San Pedro. C'est le résultat de ces colonnes de fumée produites quotidiennement depuis cet espace, situé au corridor nord de la ville. Une zone de fabrique artisanale de charbon de bois. La fumée nous gêne, mais on ne sait pas comment faire, parce qu'il n'y a rien au marché. Il n'y a rien au marché, on ne sait pas comment vendre pour avoir un peu. Donc, c'est à cause de ça, on est dans le fumée là. Sinon, ça nous gêne en tout cas. Ça nous gêne. Plus de 200 personnes travaillent le bois sur ce site de près de 3 hectares. Il y a d'un côté les exploitants de charbon et de l'autre ceux qui travaillent le bois. Ici, aucune mesure de protection contre la fumée ni la poussière. Tout le monde est exposé. Chaque soir que Dieu fait, moi, il boit. Il boit matin et soir. Matin et soir. Sans problème. Je suis dedans aussi, ça vaut, bon, je peux dire que ça vaut au moins 10 ans. Je suis dedans. On dit quand tu bois l'air, ça lave tout. Donc nous aussi, Dieu merci, c'est qu'on boit aussi, là, il n'y a pas de problème. Face à la pollution de l'air et de l'environnement, les autorités locales ont pris des dispositions pour déguerpir les occupants, mais rien n'y fit. Deux problèmes majeurs se posent. C'est-à-dire la zone qui a été destinée pour le recasement, cette zone-là est une zone marécageuse qui est sujette à inondation pendant les saisons de pluie. Il y a aussi le problème de purge des droits coutumiers. Les occupants disent vouloir partir et contribuer à l'embellissement de la ville, mais à une condition. On n'a pas refusé. Mais si les autorités nous trouvent un site approprié, on s'en va. En attendant, nous sommes là, nous n'avons pas de site. On ne peut pas aussi arrêter l'activité. Si on arrête, où on va? On ne sait pas où on doit aller. Voilà. On paye les impôts, on travaille, on a des charges. Bon, on est là. Même s'ils ont aménagé demain quand on nous dit de partir, on s'en va. À la zone industrielle en plein cœur de la ville, non loin du stade Auguste-Denise, se trouve un site de fabrication artisanale de charbon de bois. Cette proximité avec les sportifs est gérable, surtout quand on pense connaître le remède contre les maladies liées à la fumée. Souvent, quand il y a les matchs au terrain, au stade, les gens viennent nous voir. Et, aujourd'hui, il y a un match au stade. Essaye de voir au fou. Et on éteint, on fait ça là. Une fois que tu arroses un feu là, la fumée ne va pas ailleurs. Ça reste que dans le fou. Tu descends le soir, tu peux prendre au moins 2 bonnets rouges, mais 3, et puis ça passe. Toi-même, tu cherches ta santé d'abord. Pour les responsables de la santé à San Pedro, tous ceux qui sont en contact permanent avec la fumée sont exposés aux maladies respiratoires. La fumée a un effet néfaste sur les voies aériennes et respiratoires. Ces infections peuvent aller jusqu'à des effets définitifs. Il peut y avoir des infections comme les emphysèmes pulmonaires,
des bronchites chroniques. Et ces patients-là peuvent être exposés à certaines affections telles que la tuberculose. Un véritable défi que la ville balnéaire doit relever, celui de l'assainissement de ces espaces de pollution, chose qui contribuerait à l'essor économique et touristique de la ville de San Pedro. Du charbon, il faut bien sûr du bois, ce qui peut être un autre problème. Les populations vivant dans les zones de production cacaoyère viennent d'être justement sensibilisées sur les effets néfastes de la déforestation. De nombreuses femmes réunies en association ont bénéficié de financement de projets générateurs de revenus grâce à CARE International et plusieurs de ses partenaires. Et après la campagne de sensibilisation sur l'usage du foyer amélioré, ces femmes ont reçu du matériel pour la mise en œuvre de cette politique. Les détails avec Mamadou Kwasi. L'industriel chocolatier Mondelez et CARE International ont décidé de contribuer à la lutte contre la déforestation en mettant un accent particulier sur les femmes à travers la sensibilisation et l'usage des foyers améliorés. Un projet dénommé Cacao Life est entamé dans 4 régions productrices de cacao, à savoir la Nawa, le Sud Komwe, le Guémon et le Haut-Sassandra. Ces foyers vont réduire de façon significative l'usage de bois de chauffe, une manière de lutter contre la déforestation. Les femmes qui sont bien illustrées à travers l'utilisation de ces foyers améliorés ont eu droit à des dons. Pour nous, c'est doublement significatif. À la fois, nous leur assurons des revenus à travers la commercialisation du cacao, mais également, nous venons appuyer leurs propres plans locaux de développement. Ce projet couvre 176 villages. Et dans le cadre de ce projet, nous avons pour objectif CARE International doit travailler sur les piliers du développement communautaire, sur l'amélioration des conditions de vie des communautés. Et cela passe obligatoirement par la création des activités génératrices de revenus des communautés. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie, car leur vie a changé, disent-ils. Avant, je courais de cours en cours pour prendre des crédits et faire du commerce. Grâce à Cacao Life, aujourd'hui, je me suis sorti dans la pauvreté. En plus des dons matériels, ces femmes réunies en association bénéficient aujourd'hui d'un appui financier d'un montant de 1 500 000 francs CFA, attribué à chacune des associations dans le cadre de la réalisation des activités génératrices de revenus. CARE International et son partenaire ont fait de l'amélioration des conditions de vie des populations du monde rural une priorité. Du côté de Dabakala, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a offert 200 tables bancs au lycée moderne, un don qui a été remis au nom du chef du gouvernement par le député de Dabakala. Et ce don vient ainsi réduire le déficit de tables bancs dans cette localité. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké. Lycée moderne de Dabakala. Des élèves assis à 3 ou à 4 sur des tables bancs attendent de prendre les cours. Le déficit de tables bancs et le nombre pléthorique d'élèves sont les raisons de ce cumul. Nous connaissons beaucoup de problèmes au niveau du mobilier. Il y avait 1462 élèves en 2011-2012. Aujourd'hui, nous sommes à 4000 élèves. Ça veut dire que toutes nos structures sont dépassées. Le premier responsable du lycée moderne de Dabakala peut désormais pousser un ouf de soulagement. L'établissement vient de bénéficier de 200 tables bancs, un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour faire face au déficit de mobilier. Pour l'occasion, le Premier ministre était représenté par le député de Dabakala, Abou Bakari Coulibaly, pour offrir le matériel à la grande famille éducative du département de Dabakala. Le Premier ministre a répondu à notre appel de détresse. C'est l'occasion donc de lui dire merci. Ce lycée est le seul de notre département. Il était donc en déficit flagrant énorme de tables bancs. Et aujourd'hui, nous sommes venus faire ce don au nom donc du Premier ministre. Une action du Premier ministre saluée par les différents partenaires de l'école à Dabakala. En marge de ce don au lycée moderne, les chefs traditionnels ont bénéficié de chaises pour leurs différentes rencontres. Je vous amène à présent à Korogo, où les étudiants de l'université Peleforo Gon Coulibaly espèrent voir leurs conditions de vie s'améliorer. Aujourd'hui, leur principale préoccupation reste l'achèvement de la cité universitaire sur le campus. Les étudiants de l'université Peleforo Gon Coulibaly face à leur réalité sociale, c'est un document signé Eugène Atoubé. Jour de cours à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo, il est 13 h. Loin de l'atmosphère studieuse des amphithéâtres, le restaurant de l'université est envahi par les étudiants. Menu du jour, attiqué poisson et riz sauce junglée, au choix. Le service de restauration est lent. Il n'y a pas assez d'équipement. Avant, on était juste de l'autre côté là-bas.
où les étudiants étaient plus nombreux que la salle elle-même. Le 16 jusqu'à 17, c'est toujours la ticket, le riz, la ticket, le riz. Nous sommes là jusqu'à actuellement, il est 14 h, mais les étudiants n'arrivent pas à avoir l'accès à la nourriture. Pourtant, actuellement, ils sont censés être en classe pour suivre des cours. C'est ainsi tous les jours ouvrables dans ce restaurant universitaire où le repas est subventionné et seul le déjeuner est servi au bénéfice de 2000 étudiants pour 200 francs CFA le prix du ticket. Un repas préparé dans des cuisines sommaires et dans des conditions d'hygiène à améliorer. Le CROU, Centre régional des œuvres universitaires de Korogo, gère encore ce provisoire qui harasse bien les étudiants. La capacité vraiment n'est pas adaptée et ne va pas en adéquation avec le nombre d'étudiants présents. Donc, raison pour laquelle nous demandons l'achèvement de la cité, car c'est l'achèvement de la cité qui va nous permettre d'avoir un restaurant bien équipé avec un personnel professionnel. Parce que lorsque vous regardez dans les conditions dans lesquelles ces femmes-là préparent, vous constatez que nous ne pouvons pas manger à l'heure parce qu'elles utilisent des méthodes artisanales. Mon objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire de cette université ce qu'on appelle un campus village. Faire en sorte que les étudiants logent là, mangent, fassent tout ce qu'ils veulent faire ici sans aller à 2 km en ville où de temps en temps nous avons des troubles notamment. Où nous sommes obligés de nous réveiller avec les accidents de moto par-ci par-là chaque nuit. Mais quand ils sont logés ici, vraiment ils sont en sécurité. Je loue l'action du maire Amadou Gon Coulibaly. Il ne veut même pas qu'un étudiant dise que je souffre à Korogo. Il fait un effort. C'est un cadre de la région. Et l'appel que je lance l'appel aux autres cadres de s'ajouter à lui pour que tout ce que mon objectif soit atteint. De 200 plats servis à l'ouverture de l'université Pelefaro Gon Coulibaly de Korogo, l'offre a progressivement atteint 800 plats et aujourd'hui 2000, en réponse à la très forte demande. Traduction de l'engagement de l'université Pelefaro Gon Coulibaly de Korogo à mettre les étudiants dans les meilleures conditions de vie possibles. Le directeur du CROU local rappelle à l'envie et avec beaucoup de fierté la construction depuis 2013 de 12 bâtiments sur le campus d'une capacité globale de 2400 lits, d'un bâtiment entièrement réservé aux personnes handicapées. Les étudiants heureux et trop pressés vocifèrent, non sans reconnaître la grande attention que leur portent les cadres, les élus et autorités universitaires à Korogo. À Korogo, aujourd'hui, on ne peut pas avoir une maison à moins de 25 000 francs. Combien les parents vont l'envoyer sans ne pas oublier les documents que ces personnes doivent acheter, surtout l'eau, l'électricité, le transport. Souvent, on rate le bus et on a besoin de marcher pour venir. Nous sommes venus, nous n'avons pas de parents, mais la cité était là, elle a débuté, mais malheureusement elle n'a pas été terminée. Donc nous, les gens pratiquement en ville. Notre souhait, c'est que les travaux redémarrent et que la cité puisse prendre fin. En attendant que soient livrés les logements aux étudiants, ceux-ci se débrouillent comme ils peuvent en ville. Outre les étudiants habitant chez des tuteurs ou locataires chez des particuliers, il y a ceux qui ont intégré les cités que le CROU de Korogo met à la disposition de la population estudiantine. Ces villas dans divers quartiers de la ville qui accueillent 254 étudiants sur 1500 demandes d'admission chaque année. Les points communs à ces cités sont d'abord leur promiscuité, 3 ou 4 par chambre pour un loyer de 10 000 francs CFA par lit. Ensuite, l'éloignement de la ville. À l'objectif, selon le directeur du CROU de Korogo, de soustraire les étudiants des vices et des mauvaises influences dans une ville qui tire beaucoup d'orgueil de son université. Et c'est du social que nous faisons en les logeant, pour ne pas qu'on nous dise un jour que je suis là, je ne sais pas où dormir. Bon, c'est vrai, c'est un peu coûteux pour nous, pour le CROU, mais néanmoins, bon, on fait avec. Et je pense que bon, il n'y a pas trop de problème. Au jour d'aujourd'hui, aucun étudiant ne vous dira qu'il ne sait pas où dormir à Korogo. Ça, jamais. L'éloignement des cités des lieux de cours reste encore un problème pour les étudiants, malgré leur transport par car géré par le CROU de Korogo. 4 cars pour 10 000 étudiants vivant tous hors du campus. Une vraie gageure. Il faut savoir que la plupart des étudiants n'ont pas les moyens de venir au bus. Ça coûte 200 francs l'aller et le retour. Mais vu les conditions, le retard et autres, la plupart des étudiants préfèrent venir à pied.
Nous sommes très très loin de l'université. Quand le bus vient, il y a du monde, c'est chargé, ils vont déposer des personnes et puis revenir encore prendre d'autres personnes. Et puis si le transport coûte beaucoup cher. La direction du CROU de Korogo a fait une requête aux 4 élus de Korogo pour accélérer le financement de l'achèvement des travaux des logements pour étudiants réalisés à plus de 70% à ce jour. Sans doute le plus beau cadeau que les étudiants de Korogo attendent en cette année 2018 qui commence. Reportage signé Eugène Atoubé. Souleymane Diarasouba, lui, était récemment à Yamoussoukro pour échanger avec les commerçants. Il s'agissait pour le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME d'effectuer ces rencontres avec les structures sous tutelle afin de dresser les priorités du monde du commerce ivoirien en cette année 2018. Le témoignage de Soro Corona et Kader Sogodogo, RTI Boaké. Communion entre les structures sous tutelle, la population de Yamoussoukro et le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Retrouvailles pour faire le bilan de l'année écoulée et dresser les perspectives pour l'année naissante. Des perspectives qui permettront une contribution du secteur commercial au développement de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre initiée par le ministre Souleymane Diarasouba vise aussi à permettre à tous les acteurs du commerce d'avoir une seule vision, celle de positionner ce secteur comme un vivier dans l'essor du commerce ivoirien. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a exhorté les commerçants à travailler pour sortir le secteur de l'informel. Souleymane Diarasouba a invité la population à aussi accompagner les actions du président de la République, Alassane Ouattara, afin de bâtir un secteur commercial fort dans l'économie ivoirienne. C'était une manière pour moi de remercier aussi bien les autorités locales que les populations pour tout ce qu'ils nous ont apporté au cours de l'année 2017 en termes de travail sur la cohésion, de renforcement de la paix et également de participation au développement économique et social, et que la Côte d'Ivoire continue sa marche en avant vers l'émergence en 2020 avec le leadership de notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara. Les projets de la cartographie de tous les commerçants de Côte d'Ivoire et de construction de marchés modernes sont les priorités de 2018. Des prestations artistiques et un défilé de mode ont donné un caractère festif à cette soirée de communion. De retour ici à Abidjan, venons-en maintenant à la cérémonie de remise du prix ICS, l'interafricaine de communication et de sondage. Le prix ICS donc pour la cohésion sociale et la réconciliation nationale, décerné ce vendredi à la ministre Mariatou Koné pour ses actions en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Patricia Omouetia. Le professeur Mariatou Koné a obtenu le prix spécial panafricain ICS 2017, décerné par l'Interafricaine de communication et de sondage. Il s'agit pour les initiateurs de ce prix de promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie, et aussi de lutter contre la pauvreté. Mariatou Koné a reçu ce prix pour ses actions en faveur de la réconciliation, de la cohésion, de la protection de la femme et pour la protection des enfants. Après des investigations et des sondages, les compétences de la ministre ont retenu l'avis favorable de 41 membres du jury sur les 41 constitués par l'ICS. Je pense que Madame la ministre, au regard de toutes ces qualités-là, a réussi tant bien que mal à faire en sorte que la cohésion sociale puisse être une réalité en Côte d'Ivoire. Nous, les collaborateurs de Madame le ministre, nous sommes fiers d'elle parce que tous les jours, elle veut des résultats. C'est une grande dame qui travaille beaucoup. Et quand on travaille pour la réconciliation, pour la cohésion sociale, c'est pour la paix. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Mariatou Koné a dédié ce prix aux femmes de Côte d'Ivoire et a indiqué que cette récompense est le fruit d'un travail collectif. Nous avons enregistré des retours massifs des réfugiés grâce aux mesures prises par le gouvernement avec l'accompagnement du HCR, mais également de tous nos partenaires pour un rapatriement durable. Il s'agit entre autres comme mesure de la sécurité, de la réintégration socio-économique et du dégel des avoirs. La ministre Mariatou Koné a entre autres reçu cette distinction après celle de la première dame Dominique Ouattara, des ministres Amateua Cissé Bakongo, de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire Daniel Kedem, du colonel Cheikh Keita, directeur de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité en Côte d'Ivoire.
Et justement, parlons de retour à la paix et à la cohésion sociale. On en a eu l'illustration parfaite récemment à Abidji. C'est dans le département de Dimbokro. Sur place, un conflit entre agriculteurs et éleveurs faisait rage. Mais grâce à la médiation du préfet de département, du préfet de Dimbokro, donc, ce conflit n'est plus qu'un vieux mauvais souvenir. Les précisions de Ouattara Amadou Walter. Chaque année, avec la sécheresse, les affrontements entre les communautés Peul, des éleveurs pour la plupart, et les agriculteurs sont soldés entre autres par l'abattage systématique de bêtes, les séquestrations. En cette période d'Harmattan, afin d'éviter le pire, Jacques Obouo, préfet de la région d'Unzi, a initié une rencontre de sensibilisation sur les risques de conflits éleveurs-agriculteurs. L'autorité préfectorale a aussi souhaité l'organisation annuelle d'une rencontre entre les différentes parties, la mise en place de comités villageois et sous-préfectorales chargés de la gestion des conflits et du respect des protocoles d'accord. Aujourd'hui, chacun a compris sa place dans cette sous-préfecture, le rôle qu'il doit jouer pour permettre que cette sous-préfecture se développe. Et je demande que l'entente qu'il y a eu, la compréhension qui a déjà existé, perdure et que cela se fasse dans la pure cohésion sociale, dans la compréhension des uns et des autres, aussi bien de leur rite, de leur culture et que de leur manière de vivre. Selon la direction régionale de l'agriculture d'Unzi, les dégâts dus aux nombreux conflits communautaires dans le département de Dimbokro ont causé un préjudice de plus de 28 millions de francs CFA, dont 18 millions dans la seule sous-préfecture d'Abegui en 2016. Les 17 villages de la sous-préfecture d'Abegui dans le département de Dimbokro ont promis cultiver la cohésion sociale et la paix, socle de tout développement. Dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle entre le peuple bron et la chefferie ghanéenne, une délégation de chefs traditionnels bron s'est rendue récemment dans le district de Doma Ahenkro au Ghana. Une visite pour participer à la célébration de la fête de l'Igname, mais aussi pour échanger avec les rois et chefs traditionnels de ce pays voisin en vue de l'établissement d'un pont entre les deux cultures. Le reportage de Mamadou Kwasi. Une délégation des chefs traditionnels bron au Ghana dans le district de Doma à Henkro. Ces autorités coutumières, conduites par le chef de la province Pinango et du président des chefs traditionnels du département de Transua, sont à la célébration de la fête de l'Igname dans le village de Oriam, un territoire qui accueille depuis des siècles une partie du peuple bron resté au Ghana. Cette présence des chefs traditionnels bron au Ghana s'inscrit également dans un cadre de renforcement de la coopération culturelle entre ces différents peuples. Encourager toujours tous nos enfants, qu'ils soient d'ici ou de là-bas, de resserrer toujours les liens. Parce que nous formons la même famille et le même peuple, la même langue, qui est le bron. Il y a 2 tiers de bron qui se trouvent au Ghana et 1 tiers en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que nous sommes tenus de resserrer les liens et de garder, de nous frotter pour rehausser notre culture. Avec leurs frères restés au Ghana, Nana Oben Kwaku Ignace et ses pères ont parlé de la culture de la paix et de la politique commune de développement des collectivités situées le long de la frontière ivoiro-ghanéenne. Des politiques pour accompagner les initiatives de développement des présidents ivoiriens et ghanéens. Ici, la célébration de la fête de l'Igname se fait dans la pure tradition à Caen. Le chef et la reine-mère sont portés pour sillonner toutes les rues du village. Une façon de célébrer la nouvelle année dans l'allégresse et de chasser les mauvais esprits. Parrain de cette cérémonie de fête de l'Igname en territoire ghanéen, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, représenté par le député de Tanda. Il a appelé au renforcement de la coopération entre le département de Transua et le district de Doma à Henkro, une coopération économique et culturelle en vue de maintenir le climat de paix qui existe déjà. Plusieurs dons en matériel ont été faits par le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani pour la finition des travaux de l'hôpital de Oriam et de plusieurs autres infrastructures. Le maire du district de Doma à Henkro, Issa Ouattara, représentant le ministre de l'Intérieur du Ghana, salue la cohésion qui existe entre le peuple bron du Ghana et celui de la Côte d'Ivoire, peuple séparé par la frontière. Issa Ouattara a par ailleurs invité à la poursuite des échanges culturels entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Rendez-vous a donc été pris pour la célébration de la Daï Kessié en Côte d'Ivoire avec une forte délégation du Ghana.
Ici en Côte d'Ivoire, la commune d'Abobo a vibré les 29, 30 et 31 décembre dernier au rythme de la 7e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, le Festica 2017. Plus de 25 000 personnes ont chanté et dansé avec de nombreux artistes dont Kajim, Révolution, Baby Philippe, TNT et bien d'autres. Au menu également un concours de beauté, une exposition d'objets d'art. Bref, vous l'aurez compris, Abobo était en fête. Issa Chonoyeo. Son, lumière et un plateau d'artistes pour entrer dans la nouvelle année à Abobo. La commune, chère au maire Adama Tunkara, a vécu de folles nuits d'ambiance en cette fin d'année grâce au Festival culturel et des arts d'Abobo, Festica. Pendant 3 jours, les Abobolais ont chanté et dansé avec leurs idoles. Une mobilisation exceptionnelle à la hauteur de l'événement. Vu que M. Adama Tunkara est un passionné, les passionnés sont des hommes de valeur. Moi, je rêve d'être un homme de valeur. C'est pourquoi je m'investis largement en faisant ce festival avec mes amis. Prestations d'artistes en live et playback, concours de beauté, exposition d'objets d'art et bien d'autres activités ont rythmé cette 7e édition du Festica. Le Festica est un festival d'intégration et de rapprochement des peuples, d'où l'invitation cette année de la communauté mauritanienne. Si les Mauritaniens sont là à 2 h du matin, c'est qu'on n'a plus besoin de dire quoi que ce soit. Et si vous me voyez là, je pourrais être là en boubou, mais je vais montrer à tout le monde qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus intégré qu'un Mauritanien à Bobo. Je voudrais saluer la communauté mauritanienne. Je voulais leur dire que nous sommes très heureux de leur présence ce soir ici. Je voudrais, au nom du ministre, féliciter Kunta Mader. De près ou de loin, on te regarde, on te suit, on te soutient. Adama Tunkara m'a demandé de te dire qu'il continuera de te soutenir, quoi qu'il advienne. En somme, le Festica a permis à plus de 25 000 spectateurs de vivre d'intenses moments de bonheur avant l'entame de 2018. Dans le mois d'octobre de l'année 2017, donc, l'on a célébré un autre festival, cette fois à Tabagne, l'Adaye Kessié Festival. Là, plusieurs semaines après les festivités, et comme il est de coutume, la royauté Bron et les chefs de province ont statué sur les résolutions et la ligne directrice pour l'édition de cette année 2018. Franck Touadio. Nana Adengra Kwasi Adjoumani, 17e roi des Brons, saluant son peuple. Nous sommes au mois d'octobre 2017 à l'Adaye Kessié, la culture Bron célébrée à Tabagne dans l'Est ivoirien. Mais au-delà de la simple célébration culturelle, l'Adaye Kessié est l'événement boussole de la vie sociale, ici en pays Bron. Il marque la fin de la fête de l'Igname, annonce donc l'année nouvelle et ses perspectives. 2 mois plus tard, cour du roi des Brons. Les représentants des 4 provinces autour du garant du trône, le roi régnant sur la 5e province, l'a unifié, la province royale. Tous venus pour la présentation des résolutions résultant des différents conclaves des chefs et rois, des résolutions prises à partir de faits coutumiers présentés lors de l'Adaye. Au nombre des décrets royaux, dans tous les villages du royaume, les présidents des jeunes doivent mobiliser leur jeunesse pour consacrer chaque 42e jour de l'année à des travaux champêtres au profit de leurs chefs respectifs. Une résolution pour favoriser la cohésion autour de l'autorité du chef, chose qui se perd aujourd'hui. La question du mariage est aussi abordée. Ceux s'étant éloignés du giron régional sont exhortés à venir se faire connaître par les parents. Les gens font 3, 4 enfants et on ne les connaît pas. Bon, du coup, on ne les connaît pas. On leur demande simplement de venir. L'aspect économique, la question des dépenses générées par les funérailles, la solution est trouvée. Le noir et le rouge, désormais, de rigueur.
Et nous estimons qu'il faut vraiment s'habiller comme cela pour être en harmonie, en phase avec vraiment le deuil qui vous frappe. Les petits-enfants, par contre, sont autorisés à s'habiller en blanc. Vous savez, le petit-fils, on dit le grand-père, la grand-mère est morte, vraiment, c'est une joie pour lui, c'est les petits-enfants. Mais nous interdisons, le roi interdit désormais que dans de telles cérémonies, on soit dans une autre couleur. Et le tam-tam de retentir encore, comme pour confirmer. Le roi a parlé. Le pays bron a donc sa boussole, et ce jusqu'au prochain Adaye Kessié, en fin d'année 2018. Je vous le disais en titre, le président français a commencé sa visite d'État en Chine ce lundi 8 janvier jusqu'au 10 janvier prochain. Emmanuel Macron effectue dans ce pays sa première visite d'État en Asie depuis son élection en mai dernier. Après Donald Trump, Vladimir Poutine, le chef de l'État français espère, grâce à ce déplacement, nouer une relation personnelle avec son homologue chinois Xi Jinping. Et c'est sur ces images que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal. Bon lundi sur la chaîne Kiras.